dans cette contrainte de temps, c'est pour capitaliser sur ce qui a été dit par nos chers professeurs précédemment. En guise de brainstorming, disons, de cette intersection et cette interaction entre ce qui a été dit par les professeurs, nous, dans la littérature en sciences de l'information, on dit que information is power. Information is power, ce dictat en sciences de l'information conforte et qui explique en quelque sorte les tenants et les aboutissants de l'intérêt grandissant des États à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication qui a été, avec le début du millénaire, baptisé NTIC. Avec le temps, on a dû un peu enlever de nouvelles parce que ce sont dans ce qu'on appelle la vulgarisation et l'appropriation toute faite des autres mondes, c'est-à-dire l'Occident, etc., pour être dans l'influence sur les autres mondes, à savoir les pays en développement et les autres, le Sud global en général. Donc désormais, les reputations, les commerces, la cyberguerre, l'intrusion numérique, l'AI, l'e-learning, avec la dernière guerre de l'Iran, on commence à parler de s'alentir, c'est-à-dire tout ce qui est ciblage stratégique et de guerre axé sur ce qu'on appelle les informations de l'AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. On parle aussi de misinformation, donc notre professeur Fouad a parlé de ça, les campagnes de désinformation et de manipulation de l'opinion publique, etc., et ce qu'on appelle la guerre psychologique. Donc je disais tous ces concepts donc nativement numériques ou hybrides ou dématérialisés, c'est-à-dire qui sont virtualisés et basés sur la notion de la data, s'affirment de plus en plus comme des attributs de la puissance des États. Méthodologiquement, et pour faire vite, je vous propose d'aborder cette question de la diplomatie scientifique sous deux angles, à savoir la science et la connaissance, et les systèmes d'information et l'université et la production scientifique en général, avant de faire une petite ouverture sur ce qui a été longuement vulgarisé par notre cher professeur Mohamed Senoussi, à savoir la prospective et tout ce qui est de l'ordre de la veille stratégique, l'intelligence économique et ce qu'on appelle les procédés proactifs d'action des entreprises et de façon stratégique des États pour tout ce qui est la conquête des espaces des espaces de projection et de la puissance en général. Donc commençons, si vous permettez, mesdames et messieurs, par un simple état des lieux. Savez-vous, mesdames et messieurs, que l'Afrique ne produit qu'environ 1% de la recherche scientifique mondiale actuellement? Saviez-vous également que cette Afrique investit moins de 0,6% de leur produit intérieur brut dans la recherche et développement, c'est-à-dire tout ce qui est procédure à caractère scientifique, etc., dans les cadres industriels et autres, scientifiques en général. Également, cette Afrique participe à la réflexion stratégique mondiale, là c'est le volet prospectif et l'action sur l'avenir, ou ce qu'on appelle l'atteinte de l'avenir désiré ou souhaité, pour ne pas être dans l'avenir subi. Elle dépense à peu près 8%. Plutôt, donc ça conforte un peu ce qui a été dit par le professeur Melki, la question de narratif. Donc si on fait l'extrapolation sur le scientifique, on pèse dans cette production de l'analyse prospective que 8%, par rapport à les 92 qui est plus ou moins dominé par les autres écoles, c'est-à-dire surtout l'anglo-saxonne et l'Occident en général. Cette réflexion également émane de presque 503 think tanks africains sur les 6305 dans le monde, c'est-à-dire très minime et très marginal. L'Afrique également, elle est présente parmi les 25 premiers centres de réflexion par un seul pays, à savoir l'Afrique du Sud. Donc si on fait le ranking, les top 25 think tanks dans le monde, on ne trouve qu'un seul pays africain, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. L'intérêt de la réflexion stratégique pour l'Afrique, donc je peux la résumer dans une citation, plutôt une affirmation de Ibn Khaldoun qui date déjà de 10 siècles. Il disait ceci: un peuple qui ne peut pas réfléchir sa fonction au monde est en effet un peuple opprimé. La vraie libération d'un peuple dans le tout monde aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir et agir sa fonction au monde. Et ça rejoint l'idée du narratif, ça rejoint l'idée dans ce qu'on appelle en sciences de l'information l'e-reputation et le nation branding, qui a été souligné par M. le directeur général. Ce que les gens, comment les gens me perçoivent et comment j'agis sur cette perception de façon à ce qu'ils voient ce que je veux. Et ça rejoint aussi l'aspect stratégique aussi de
la manipulation quelque part, parce que même si aussi c'est permis dans le sens où ce qu'on appelle c'est de la communication push. J'allais vers l'usager, j'allais avec un terminal web ou quelque chose comme ça, je fais un narratif, je fais une dépêche de presse, je fais une agence de presse et je fais circuler l'information, je fais circuler un narratif sur l'Afrique, sur l'Europe, etc., etc. Et là aussi c'est tout un enjeu, c'est toute une guerre. Alors, je passe, si vous permettez, mesdames et messieurs, à l'autre aspect, à savoir, voilà, donc avant de terminer sur cet aspect de la prospective et tout ce qui est veille stratégique et production de narratif, il est marqué par ce qu'on appelle la domination de ce qu'on appelle l'école anglo-saxonne, c'est-à-dire l'école américaine de façon générale et britannique. Et peut-être si on fait le lien avec l'Afrique du Sud, c'est peut-être parmi les... Ce qu'on a peut-être à ne pas reprocher à la colonisation, c'est que l'héritage prospectiviste, il a fait son effet au niveau de l'Afrique du Sud, ce qui explique cette mainmise un peu sud-africaine avec l'African Institute of South Africa, l'African Center for Economic Growth, le Pan-African Institute for Development, etc. Le deuxième aspect par rapport à cette diplomatie scientifique, c'est que c'est ce qui est relatif au niveau infrastructurel et académique. Au niveau de l'Afrique, donc, comme vous savez, mesdames et messieurs, il ne contribue qu'à la production scientifique mondiale qu'à hauteur de 1 jusqu'à 4% de la publication sur les bases de données indexées, comme Scopus, Web of Science, etc. Pourquoi, peut-être on peut se poser la question pourquoi l'information scientifique africaine n'est pas visible à l'intérieur et à l'extérieur du continent, pour rejoindre une idée de ce qu'on appelle la justice cognitive qui a été aussi signalée par notre professeur Senussi. C'est parce que là aussi, bien qu'on parle un peu de l'approche scientifique, il y a de l'équation dedans, il y a un peu de nucléaire dedans, etc. Mais quelque part, comme on dit aussi, la science, il est nativement subjective, il est aussi nativement d'une condition socioculturelle. J'oserais dire que aussi, là aussi, il y a de narratif dedans. Et comme vous êtes marginal dans la production scientifique, je suis sûr et certain aussi que la conception de cette équation scientifique, de ce procédé technique, peut-être ne considérerait comme il se doit ce qu'on appelle la perception africaine, c'est-à-dire l'homo africanos, parce que cette dimension socioculturelle échappe peut-être à un spécialiste français, américain, etc. Cela revient à dire aussi l'idée qui a été signalée par notre professeur, il faut africaniser la science. Il est grand temps d'africaniser, et qui dit africaniser la science, dit aussi développer les infrastructures scientifiques pour produire et faire de la production scientifique. Maintenant, on passe à un autre aspect de ce qui est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé dans mon point plutôt introductif de ma présentation, la géopolitique de la data. La place de la nettoyenneté africaine dans l'architecture mondiale du numérique. Quelques chiffres peut-être aussi ne seraient très instructifs et très utiles. Vous saviez, mesdames et messieurs, que la connexion terrestre à la fibre optique actuellement est de 20% en Afrique. Donc, pour dire qu'il y a un grand effort, peut-être si on voulait s'inscrire dans la transformation digitale, il y a un grand effort à faire. Et aussi, si on considère aussi l'aspect infrastructurel qui est à développer. Le seul atout peut-être qu'on peut considérer à notre actif en tant qu'Africain, c'est que heureusement l'aubaine de l'Afrique comme étant bordée par les océans de tous les côtés, il y a la mer Rouge de l'Est, il y a l'océan Indien, il y a l'océan Atlantique, il y a la Méditerranée au nord, on est les mieux connectés, on est dans un bon score par rapport à la connexion à la fibre optique sous-marine. Et là, on est à 80% de connectivité à la fibre optique sous-marine. Un autre chiffre, l'Afrique représente 17% des internautes de Réseau Monde, c'est-à-dire les 17% des consommateurs de ce narratif numérique qui est propulsé à la longueur de la journée sur les terminaux connectés qu'on connaît, c'est-à-dire l'Internet. Un autre chiffre peut-être qui est quand même à nuancer, c'est le taux de pénétration de l'Internet en Afrique, qui est actuel plutôt en 2021 à 40%, qui est loin de compte quand même, parce que dans les pays développés, il est à 80%. Mais ce que je peux signaler ici, c'est qu'il est à nuancer. Cette 80%, c'est une moyenne continentale. Mais pour les bons élèves africains, on peut signaler l'Égypte, le Maroc et le Rwanda, qui ont dépassé les 60% comme moyenne africaine, c'est-à-dire régionale, c'est-à-dire les mieux connectés, dont les populations sont connectées à un terminal connecté.
Donc le 40%, c'est une moyenne continentale, c'est-à-dire on fait la moyenne entre les bons élèves et les mauvais élèves. Un autre aspect un peu économique pour être dans le fric et dans l'appréciation un peu mercantiliste ou disons business de la chose, les créateurs de contenu africains engrangent 5,10 milliards, ont engrangé 5,10 milliards de dollars en 2025. Donc, à vous de se ressaisir, plutôt de se saisir dans ce chiffre-là. Si on dit 5 milliards sur un continent, c'est pas très, très intéressant. Mais ce que peut-être se tente cet agrégat-là, c'est qu'il est un marché porteur, surtout si on considère une Afrique démographiquement qui serait dans les 2 milliards d'ici 2050 ou 1,7 milliard actuellement. Également, d'ici 2031, le chiffre d'affaires des influenceurs africains, selon une étude réalisée par Google et un think tank américain, il atteindrait 32 milliards de dollars. Donc, à vous d'imaginer un peu le chiffre. C'est alléchant quand même pour tout ce qui est l'employabilité et pour tout ce qui est les perspectives de ce qu'on appelle de résorber le décalage qu'on a eu par rapport à l'interconnexion intra-africaine. Peut-être que le cloud, peut-être que la data nous permettra de faire un raccourci là-dessus pour aller dans ce qu'on appelle la mondialisation des échanges, qui exclut heureusement pour nous ce qu'on appelle l'infrastructure au sens hard, c'est-à-dire les ponts, c'est-à-dire les communications terrestres, etc. Une petite minute encore, professeur, s'il vous plaît. Une minute. Okay. Merci beaucoup. Alors, je vais clôturer. Le que faire, donc on a beau parler de ce qu'on appelle le diagnostic, le que faire vers une société africaine de la connaissance, visible, mondialisatrice et 2.0. Qui dit 2.0, c'est-à-dire collaboratrice dans la création de contenu et pas consommatrice d'un contenu 1.0 asymétrique et vertical. Il faut le développement des technologies et leur vulgarisation, la mise à niveau des infrastructures numériques pour assurer leur démocratisation, le renforcement et la réforme des programmes de l'éducation-formation et la valorisation des savoirs locaux, c'est-à-dire ceux de l'homo africanos et son narratif. Et dernièrement, je fais peut-être de mes voeux pour plaider pour ce qu'on appelle l'institutionnalisation de ce qu'on appelle un système africain d'information documentaire. Là, ça rejoint un volet que je n'ai pas peut-être abordé, c'est-à-dire l'accessibilité du savoir pour l'homme africain dans les bibliothèques, dans les centres de documentation. Et je vous remercie.